Bien, donc merci. Donc j'ai été très émue par l'expérience en fait de Benoît et Anastasia, très émue également par leurs entretiens. Et lorsque j'ai eu la chance de pouvoir lire ces entretiens, je me suis demandé qu'est-ce qui fait que cela peut marcher? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une démultiplication de structures? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une démultiplication de participants? Et lorsque j'ai lu les données, j'ai eu envie de m'appuyer sur un cadre théorique qui est celui tout simplement de la logique du don. Alors je vais vous présenter un peu très rapidement les perspectives du don et pour partager avec vous en fait ce qui m'a passionné. En fait, vous avez trois grandes perspectives du don. La première perspective du don, c'est tout simplement la thèse du don gratuit, la perspective du don pur, même plus que gratuit, du don pur. C'est la vision de Derrida. Et dans cette perspective, on dit que A donne à B, mais pour que ce don soit véritablement un don, il faut qu'il n'y ait absolument pas de réciprocité. Il faut que B ne redonne pas à A. Donc, voilà, donc le don exclut la réciprocité dans cette perspective. Autant dire que cette perspective, elle est quand même assez rare. C'est assez difficile de trouver dans la réalité un don aussi pur. Autre perspective, c'est celle de Marcel Mauss, c'est le don réciproque. Dans l'esprit de Marcel Mauss, A donne à B, mais avec cette visée, cette attente, cet espoir que B redonne à A. Pas tout de suite, ça peut être dans le temps. Ça permet d'établir une relation à long terme, précisément. L'objectif de Marcel Mauss, c'était de montrer que le don n'était pas forcément, ou même la relation n'était pas forcément un échange marchand ou un échange matériel, ça pouvait être un échange symbolique de don contre don. D'ailleurs, dans la littérature en sciences de gestion, on parle de la logique du don contre don, dans la continuité des travaux de Marcel Mauss. Alors vous voyez ici déjà que dans ces deux perspectives, elles sont très différentes, parce que dans la première, le don exclut la réciprocité, alors que dans la seconde, le don vise la réciprocité. Donc c'est vraiment complètement différent, même opposé. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est une troisième perspective du don. C'est la suivante, c'est que A donne à B, avec cet espoir que B donne à C. C'est ce qu'on appelle la réciprocité généralisée. C'est tout simplement une cascade de dons, parce qu'on peut même espérer que C donne à D, et ainsi de suite. Alors, il peut y avoir des réciprocités directes, ça ne l'exclut pas, mais l'objectif premier de A, c'est la cascade de dons, c'est que B puisse redonner à d'autres encore. Et donc, on appelle ça la réciprocité généralisée, on appelle ça aussi la générosité généralisée dans la littérature académique. Quand je regarde un petit peu la littérature académique, je m'aperçois qu'on en parle dans le domaine social, justement, on parlait du social et de l'écologie, on en parle dans le domaine social, donc l'aide aux plus vulnérables, l'aide aux personnes en situation de handicap, l'aide aux jeunes en difficulté, l'aide humanitaire, évidemment. Mais on n'en parle pas, à ma connaissance, dans le domaine écologique. On ne parle pas de cette réciprocité généralisée, cette cascade de dons dans le domaine écologique. Et pourtant, lorsque j'ai lu les données, ce qui m'a frappé, c'est qu'on évoquait souvent l'effet boule de neige, la réaction en chaîne, la diffusion positive, la dissémination positive. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis intéressée à ce lien entre réciprocité généralisée et action écologique. Et ça me paraissait d'autant plus intéressant qu'en fait, quand je regarde véritablement les données, je m'aperçois que les deux facettes de la réciprocité généralisée étaient évoquées. C'est-à-dire que je m'aperçois que parfois, effectivement, A va donner à B, et ça va donner à B l'envie, dans un deuxième temps, de redonner à C. Des participants dans des lieux écologiques vont vivre des expériences telles qu'ils vont avoir envie de redonner à d'autres personnes. Mais je m'aperçois également que parfois, A, voyant que B donne à C, aura envie de le soutenir et donc sera là pour lui. Alors je peux imaginer par exemple des instructeurs qui vont soutenir des formateurs ou des animateurs parce qu'ils voient à quel point ils sont engagés. Alors ce lien entre réciprocité généralisée et action écologique, je me suis posé évidemment la question, parce que je m'intéresse beaucoup à la philosophie également, je me suis posé la question de savoir comment justifier ce lien au plan philosophique. Il y a deux arguments qui me sont venus à l'esprit. Le premier, c'est tout simplement que si on considère
que pour des raisons anthropologiques, l'être humain est capable de donner sans attendre de retour. Ça ne veut pas dire qu'il le fait de façon systématique, mais ça veut dire qu'il est capable de le faire à certains moments de sa vie. Si l'être humain est capable de donner sans attendre de retour, c'est donc bien que l'être humain peut donner à la nature extra-humaine ou peut donner aux générations futures, parce que par principe, on sait bien que les générations futures ne pourront pas nous rendre la pareille. Et le deuxième argument, il est inspiré de l'école de Francfort, de la théorie critique, de Adorno et Horkheimer. En fait, Adorno et Horkheimer nous disent que le rapport non instrumental à la nature extra-humaine peut nous aider à avoir une relation non instrumentale à la nature humaine. Si je veux dire ça encore plus simplement, plus concrètement, ça veut dire qu'une relation de don aux arbres, à la végétation, aux vivants, nous aide à avoir une relation de don aux autres êtres humains, d'être dans une relation de générosité, de réciprocité généralisée avec les autres êtres humains. Alors, ce projet, notre projet, qu'est-ce qu'il montre? Il va montrer deux choses. Il va montrer les étapes de développement de la réciprocité généralisée. Qu'est-ce qui fait que cette réciprocité généralisée peut exister, peut être vécue, peut être expérimentée dans les lieux de bascule qui nous intéressent. Donc, on s'aperçoit qu'il y a des participants qui vont recevoir, B va recevoir de A, hein, il y a des participants qui vont recevoir une expérience écologique et humaine, et qui vont prendre conscience de leur pouvoir d'agir, ce qui va consolider leur volonté, fortifier leur volonté de redonner à d'autres personnes, dans d'autres lieux de bascule, par exemple, ou en créant des entreprises, ou en redonnant au même lieu. Et notre étude va également montrer les facteurs organisationnels de la réciprocité généralisée. Alors, on met surtout en évidence la responsabilité collective. Chacun a un rôle à jouer. Chaque individu ou chaque membre d'une communauté a toute son importance. Les cercles de responsabilité imbriqués mais ouverts qu'on trouve dans certaines structures, avec le rôle bien particulier du bénévolat. Et la possibilité d'un leadership spontané. Voilà, le leadership se forme au gré des projets. Voilà, alors plus profondément, notre étude, elle vise aussi à montrer, et là j'arrive véritablement sur un point très philosophique qui me tient à cœur, c'est que le moteur de la diffusion de l'action écologique ne réside pas forcément seulement dans une heuristique de la peur, qui n'exclut pas l'action, donc ce n'est pas simplement la peur qui est moteur, ne réside pas seulement dans un impératif. Je pense par exemple à l'impératif de Hans Jonas, agir de telle sorte que les conditions pour la perpétuation de l'humanité soient maintenues. Ne réside pas simplement dans une éthique conséquentialiste, et donc une focalisation sur l'impact. Tout ça a son importance, bien sûr, mais ce n'est pas simplement ça. Ça réside également, donc le moteur de la diffusion de l'action écologique, réside également dans une approche relationnelle, dans la logique de don, dans la logique de réciprocité généralisée, dans des approches relationnelles, dans une pensée relationnelle. Et l'avantage de ces approches relationnelles, c'est qu'elles permettent d'éviter deux risques. Le risque d'un anthropocentrisme excessif, par lequel l'être humain serait le maître de l'univers, mais aussi le risque d'un écocentrisme excessif, dévié, dit-on parfois, qui placerait sur un plan d'égalité toutes les espèces du vivant, sans différenciation aucune. Donc en fait, les approches relationnelles, elles permettent de pouvoir penser globalement l'interdépendance entre les éléments du vivant et le rôle particulier de l'être humain, qui peut vivre une relation de don. Et pour reprendre en fait, et je vais m'arrêter là avec ceci, pour reprendre les termes de Hartmut Rosa, pour vivre une relation de résonance au monde qui peut être à la fois affective, cognitive et corporelle. Donc on retrouve effectivement l'idée de l'homme, de l'être humain, capable d'avoir une relation avec sa tête, son corps et son cœur. Voilà, on retrouve ça effectivement aussi chez Hartmut Rosa. Voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation du projet. Merci.